Cette vidéo est la suite d'une autre vidéo de présentation générale de l'analyse des correspondances disponible sur ce même site. Nous allons commencer par rappeler les données sur lesquelles nous travaillons, les notations que nous utilisons et le principe général de l'analyse des correspondances. Ensuite, nous donnerons quelques indications sur les pourcentages d'inertie. De ce point de vue, l'analyse des correspondances ne se distingue pas d'autres méthodes factorielles comme l'analyse en composantes principales. Nous indiquerons ensuite quelques résultats techniques concernant les inerties, et là il s'agit de résultats qui sont tout à fait particuliers en analyse des correspondances. De même, en analyse des correspondances, la représentation simultanée des lignes et des colonnes est assez particulière, elle bénéficie des propriétés dites barycentriques. Nous décrirons ensuite quelques aides à l'interprétation, contribution et qualité de représentation. De ce point de vue, l'analyse des correspondances n'est pas particulière par rapport à l'analyse en composante principale, par exemple. Enfin, nous indiquerons quel est le nombre maximum d'axes en analyse des correspondances, ce qui nous permettra d'introduire un indicateur de liaison entre deux variables qualitatives, le V de Cramer. Les données sur lesquelles on travaille sont constituées par n individus pour lesquels on dispose de deux variables qualitatives. Ces données sont regroupées dans un tableau dit de contingence dans lequel on trouve en ligne les modalités de la variable V1, en colonne les modalités de la variable V2 et à l'intersection de la ligne I et de la colonne J, on trouve le nombre d'individus possédant à la fois la modalité I de V1 et la modalité J de V2. Si l'on effectue la somme de tous les termes de ce tableau, on retrouve n, qui est le nombre total d'individus. Autrement dit, ce tableau est la distribution des n individus dans I croix J case. Ce tableau de contingence est aussi appelé tableau croisé dans la terminologie des enquêtes. En analyse des correspondances, on ne travaille pas directement sur le tableau de contingence, mais sur le tableau des probabilités correspondant. À xij, on va faire correspondre fij, qui n'est rien d'autre que xij divisé par n. Fij, c'est la probabilité de posséder à la fois la modalité I de V1 et la modalité J de V2. Ces probabilités sont regroupées dans un tableau qui a exactement la même structure que le tableau de contingence, c'est-à-dire qu'à l'intersection de la ligne I et de la colonne J, on trouve Fij, probabilité de posséder à la fois la modalité I de V1 et la modalité J de V2. La somme des termes de ce tableau vaut 1, il s'agit donc d'une distribution de probabilité. Ce tableau est complété par ces marges. D'abord, la marge colonne, ou la probabilité marginale, contient tout simplement la somme des termes de chaque ligne. Fi point, c'est bien la somme des Fij. Cette distribution marginale s'appelle marge colonne parce qu'elle se présente sous la forme d'une colonne, mais les sommes sont effectuées en ligne. On calcule aussi une marge ligne, qui est aussi une probabilité marginale, f.j étant la somme des fij pour tous les i. L'objectif de l'analyse des correspondances, c'est d'examiner la liaison entre les variables V1 et V2, et la liaison entre les V1 et V2, c'est tout simplement l'écart entre les données observées d'une part et le modèle d'indépendance d'autre part. En analyse des correspondances, on construit deux nuages. Tout d'abord, le nuage des profils lignes I. Dans le tableau, on va considérer d'abord les lignes, une par une. La ligne I est un ensemble de j valeurs numériques, c'est donc un point dans un espace à j dimensions, chacune des dimensions correspondant à une modalité de V2. On figure aussi dans cet espace ce qu'on appelle le profil moyen, qui est ce qu'on avait appelé tout à l'heure la distribution marginale, ou la marge du tableau, GI. Quand on rassemble tous les profils lignes I, on constitue le nuage NI des profils lignes. En analyse des correspondances, on place l'origine au niveau du profil moyen. Ce profil moyen peut être considéré comme le barycentre du nuage de points, à condition d'accorder à chaque point I le poids Fi point. Il reste encore à définir la distance entre points dans cet espace. On utilise la distance dite du qui2. Lorsqu'on utilise cette distance, ainsi que les poids Fi, ainsi que les profils, on a ce résultat tout à fait exceptionnel que l'inertie du nuage Ni par rapport à son centre de gravité est égale au Φ2, le Φ2 étant tout simplement le Qui2 divisé par N. On peut de la même manière construire le nuage des profils colonnes NJ. Une colonne est un vecteur qui contient i valeurs numériques, c'est donc un point d'un espace à i dimensions, chaque dimension correspondant à une modalité de V1. Dans cet espace, on fait aussi figurer le profil moyen. Quand on considère l'ensemble des profils J, on constitue le nuage NJ. En analyse des correspondances, on place l'origine en GJ au profil moyen. Ce profil moyen peut être considéré comme le centre de gravité du nuage NJ à la condition de munir les profils J du poids F.J, c'est-à-dire l'élément marginal. Il reste à calculer
la distance dans cet espace, on calcule la distance du qui 2, et lorsqu'on utilise la distance du qui 2, ses poids et les profils en tant que coordonnées, on a ce résultat remarquable qui est que l'inertie du nuage NJ par rapport à son centre de gravité est égale lui aussi au phi 2, c'est-à-dire au qui 2 sur n. On a donc ce résultat tout à fait remarquable en analyse factorielle qui est que l'inertie du nuage des lignes est égale à l'inertie du nuage de colonnes. Ceci n'est pas spécifique de l'analyse des correspondances. Ce qui est spécifique de l'analyse des correspondances, c'est que cette inertie soit égale au phi 2. Ce qui est l'occasion de bien rappeler qu'en analyse des correspondances, lignes et colonnes jouent des rôles symétriques. En analyse des correspondances, pour représenter les nuages de points, celui des lignes comme celui des colonnes, on réalise une analyse factorielle, c'est-à-dire une projection sur une suite d'axes orthogonaux d'inertie maximum. Considérons ici le nuage NI des profils lignes. Voici ici le point MI représentant le profil ligne I. Dans cet espace RJ, on va chercher une suite d'axes. Voici l'axe de direction S, représenté par le vecteur unitaire US. Sur cet axe, on projette le point MI en HIS et on va rechercher US tel que l'inertie projetée du nuage soit maximum. Cette inertie s'écrit de la façon suivante, somme sur les i des FI points OHIS carré, il s'agit bien d'une masse par un carré de distance, une inertie. Lorsque l'on cherche la direction de rang S, on impose la contrainte d'être orthogonale aux axes déjà trouvés. Cette inertie, on l'écrit souvent lambda S, lambda parce qu'il s'agit d'une valeur propre, d'une certaine matrice, S parce qu'il s'agit de la valeur propre de rang S, les valeurs propres étant rangées par ordre décroissant. En analyse des correspondances, comme dans toute analyse factorielle, les premiers indicateurs que l'on regarde sont les pourcentages d'inertie. La question posée est la suivante, on a une représentation de nuage, quelle est la qualité de cette représentation ? De façon générale, la qualité de représentation est mesurée par le rapport inertie projetée sur inertie totale. Généralement, ce rapport est multiplié par 100 pour l'exprimer en pourcentage. Dans le cas particulier du nuage NI et de l'axe de rang S, la qualité de représentation du nuage NI par l'axe de rang S sera donc l'inertie projetée de NI sur US divisée par l'inertie totale de NI. Ceci peut s'écrire avec les notations utilisées précédemment, lambda S sur la somme des lambda T. Généralement, ceci, comme il a été dit, est exprimé en pourcentage. Examinons, dans le cas du petit tableau concernant le travail féminin, examiné dans la vidéo de présentation générale, les pourcentages d'inertie. On voit que pour le premier axe, le pourcentage d'inertie est de 86,29, ce qui est très important. On pourra donc dire que le premier axe représente 86,29% de l'écart à l'indépendance. On pourra considérer ce pourcentage comme grand, dire que le premier axe résume bien l'écart à l'indépendance et donc on pourra se limiter à cet axe dans l'interprétation. Propriété, les inerties projetées, c'est-à-dire les valeurs propres, s'additionnent d'un axe à l'autre. Ceci tient au fait que les axes sont orthogonaux. Donc la somme de toutes les valeurs propres, de toutes les inerties projetées si l'on préfère, est égale à l'inertie totale du nuage NI. Ceci est vrai pour toutes les analyses factorielles. Dans le cas particulier de l'analyse des correspondances, cette inertie totale est égale au phi 2. On peut faire un petit calcul. Dans le cas de l'analyse des correspondances sur le tableau travail féminin, on multiplie l'inertie totale de 0,135 par n. Il y avait 1724 personnes qui étaient interrogées dans cette enquête. On tombe sur un qui 2 qui vaut 233. Et compte tenu du nombre de degrés de liberté, eh bien, la probabilité critique est de 10 puissance moins 49. Elle est infime. La significativité de la liaison entre nos deux variables est bien entendu hors de doute dans cet exemple. À ces deux premiers points, concernant les pourcentages d'inertie, s'en ajoute un troisième. La décroissance des inerties, en fonction du rang S des axes, suggère le nombre d'axes à conserver. Reprenons un exemple qui est dans une autre vidéo du laboratoire. Il s'agit de 10 vins blancs de Loire décrits par 30 mots. On a nos 10 vins blancs de Loire en ligne, nos 30 mots en colonne, et en X et J, le nombre de fois que le mot J a été associé au vin I. Quand on regarde la séquence des valeurs propres, on tombe sur 0,4, 0,3, puis 0,1, 0,1. Les deux premières valeurs propres sont sensiblement plus grandes que les suivantes. On peut s'en rendre compte de façon plus pratique en réalisant un diagramme en barre, et ce diagramme en barre met bien en évidence deux premiers axes qui sont prépondérants du point de vue de l'inertie. Ce diagramme suggère d'interpréter de façon privilégiée le plan constitué par les deux premiers axes. En analyse des correspondances en particulier, il convient de bien distinguer les inerties des pourcentages d'inertie. En effet, ces inerties sont très particulières en analyse des correspondances. Elles constituent une composante du phi 2 qui est cet indicateur de liaison globale entre les deux variables mises en correspondance. En analyse des correspondances, le résultat théorique suivant est très important. Les valeurs propres sont toujours comprises entre 0 et 1.
Rappelons qu'en analyse en composante principale, il en va très différemment puisque la première valeur propre, elle, est automatiquement supérieure ou égale à 1. Que signifie, en analyse des correspondances, une valeur propre égale à 1? Ce cas limite est tout à fait intéressant. À quelle structure de données correspond-il? Eh bien, voici la structure à laquelle il correspond. On peut séparer les lignes en deux blocs, I1 et I2. Les colonnes peuvent être aussi séparées en deux blocs, J1 et J2. Et cette double partition est le lieu d'une association exclusive, c'est-à-dire que les lignes du bloc I1 s'associent uniquement à J1 et absolument pas à J2. Les lignes du bloc I2 s'associent exclusivement à J2 et absolument pas à J1. C'est bien la marque d'une liaison très forte puisqu'on a une association exclusive entre les modalités d'une variable et les modalités de l'autre. Du point de vue du graphique, on va obtenir le graphique suivant. L'axe correspondant à une valeur propre égale à 1 oppose parfaitement le bloc I1 et I2, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du I1, on ne fait aucune distinction, et il oppose parfaitement J1 et J2. À l'intérieur de J1, on ne fait aucune distinction. Ces inerties qui sont très particulières, on va les regarder dans un autre tableau qui est aussi utilisé dans d'autres vidéos du laboratoire. Il s'agit des données concernant la reconnaissance de trois saveurs, le sucré, l'acide, l'amer. Le plan d'expérience est le suivant. Pour chaque saveur, on a demandé à 10 personnes de reconnaître la saveur d'une solution qui leur a été présentée. Voici le petit tableau de données. Lisons-le par ligne. La solution sucrée a été perçue 10 fois comme sucrée et jamais comme acide, jamais comme amer. La solution acide n'a jamais été perçue comme sucrée, par contre elle a été perçue 8 fois comme acide et 2 fois comme amère. Lorsqu'on réalise l'analyse des correspondances de ce tableau, on obtient une première valeur propre de 1 qui est la marque de la structure bloc diagonale que nous avons déjà citée. Effectivement, reportons-nous au tableau. Quand on regarde la première ligne et la première colonne, on a bien le sucré qui n'est perçu que comme sucré et la perception sucrée, elle, là je m'intéresse à la colonne, n'est associée qu'au sucré. On a donc bien une valeur propre de 1. Le graphique correspondant oppose donc parfaitement d'un côté sucré et perçu sucré, ces deux points sont confondus, à de l'autre amer, acide, perçu amer et perçu acide, qui sont parfaitement confondus. Examinons maintenant le deuxième axe de cette analyse des correspondances. Ce deuxième axe oppose d'un côté amer et perçu amer, à de l'autre acide et perçu acide. Il exprime que dans l'ensemble, amer est plutôt perçu comme amer, acide est plutôt perçu comme acide. C'est bien ce qui se passe. Néanmoins, quand on regarde sur le tableau, il y a une confusion. Acide n'est pas toujours perçu comme acide, amer n'est pas toujours perçu comme amer. Cette confusion, comment allons-nous la déceler? Eh bien, on la décèle par la valeur propre. Si on n'avait aucune confusion, on aurait une valeur propre de 1. Or, on a une valeur propre de 0,16. Cette valeur propre de 0,16, beaucoup plus petite que 1, nous indique qu'il y a une confusion entre amer et acide, c'est-à-dire que de temps en temps, amer est perçu acide et acide est perçu comme amer. Sur ce graphique, cette confusion est parfaitement perceptible parce que sur le premier axe, on a une situation de référence avec une situation parfaite sans confusion. Et on voit bien que l'opposition sur le premier axe, entre sucré d'une part et amer acide d'autre part, correspond à une inertie beaucoup plus grande que l'opposition entre acide et amer. Acide et amer sont beaucoup plus proches entre eux qu'ils ne sont proches de sucré. Donc sur ce graphique, on voit bien qu'il y a une plus grande confusion entre acide et amer qu'entre acide amer d'une part et sucré d'autre part. On peut examiner un autre tableau dans lequel on a augmenté la confusion. C'est-à-dire que cette fois, dans ce tableau, l'acidité a été perçue seulement 7 fois comme acide et non pas 8 fois comme précédemment. Et l'amertume n'a été perçue que 5 fois comme amère. Examinons les résultats de cette analyse. On trouve toujours une première valeur propre de 1 qui nous indique que le sucré est parfaitement reconnu. Par contre, la valeur propre de l'axe 2, cette fois, n'est plus de 0,16, mais de 0,04. Examinons le graphique. Le graphique ressemble tout à fait au précédent, c'est-à-dire que le premier axe montre le rôle particulier du sucré, et le deuxième axe oppose acide et amer. Simplement, l'écart entre acide et amer est beaucoup plus petit que dans le cas précédent. Et c'est cette opposition entre acide et amer qui se marque par une distance plus petite qui est bien la conséquence de la plus grande confusion entre acide et amer. Si maintenant on regarde un autre tableau dans lequel cette fois on diminue la confusion, ici par exemple l'acide a été reconnu 9 fois et l'amer 7 fois, les points amer et acide s'écartent sur le deuxième axe. Finalement, cette valeur propre de 0,375, qui est la valeur propre du deuxième axe, nous indique finalement le degré de confusion qu'il y a entre acide et amer. Et que se passerait-il s'il n'y avait
aucune confusion, c'est-à-dire que si on avait un tableau diagonal, eh bien dans ce cas-là, on aurait deux valeurs propres égales à 1. Voici ce que sort l'analyse des correspondances. Le premier axe correspond à une inertie de 1, le deuxième axe correspond à une inertie de 1. En fait, n'importe quelle direction du plan exprimerait la même part d'inertie. Quel bilan pouvons-nous tirer de cet ensemble de 4 exemples? On s'aperçoit que dans chacun des exemples, le deuxième axe est toujours le même. Il oppose d'une part amer et perçu amer, à d'autre part acide et perçu acide. On peut dire que dans les 4 cas, le deuxième axe est pratiquement le même. Il a la même signification, il indique simplement que amer est globalement plutôt perçu amer et acide est globalement plutôt perçu acide. Maintenant, d'un exemple à l'autre, ce globalement n'a pas du tout la même force, puisque dans le premier cas, on peut dire que la reconnaissance est assez bonne, dans le deuxième cas, elle est plutôt médiocre. Ça nous montre que le graphique nous indique l'opposition entre acide et amer, mais il ne nous dit rien quant à la force de cette opposition. C'est la valeur propre qui va nous dire si cette opposition elle est très forte ou pas. Si elle vaut 1, cette opposition est tout à fait drastique, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'elle est le lieu d'une association exclusive. Si par contre cette valeur propre est assez faible, c'est le cas du deuxième exemple, dans lequel cette deuxième valeur propre valait 0,04, et bien dans ce cas-là, on a à peine une petite reconnaissance majoritaire, puisque l'amer n'est reconnu que dans la moitié des cas, et l'acide dans 7 cas sur 10. Cela signifie qu'il faut toujours commencer par regarder les valeurs propres en analyse des correspondances, car ces valeurs propres nous indiquent si les associations que l'on va mettre en évidence sont très nettes ou sont peu nettes dans les données. Le graphique ne nous dit rien à ce sujet. Le graphique finalement ne nous parle pas d'intensité de liaison, il nous indique simplement la nature de la liaison. Ici, la nature de liaison, c'est amer s'associe à perçu amer, acide s'associe à perçu acide. Revenons sur les données concernant le travail féminin. Nous avons déjà commenté le premier pourcentage d'inertie de 86% en disant qu'il était important et qu'il nous incitait à conserver uniquement le premier axe dans l'interprétation. L'inertie elle-même est de 0,117. Elle peut être considérée comme faible, elle est très sensiblement inférieure à 1. Cette valeur 1 correspondrait à une association exclusive entre modalités, par exemple entre rester au foyer et seul le mari travaille. On est donc très loin de cette association exclusive. Effectivement, parmi les femmes qui ont répondu seul le mari travaille, un grand nombre a répondu autre chose que rester au foyer. Si l'on regarde maintenant la somme de ces inerties, comme nous sommes en analyse des correspondances, cette somme correspond au phi2. Cette somme vaudrait au maximum 2 si chacune des inerties valait 1. On est donc ici encore, bien entendu, très loin du maximum. Dans ce tableau, on peut dire que l'on est très loin d'une association exclusive entre les modalités des deux variables. Dernier exemple concernant ces inerties, celui des Blancs de Loire dont nous avons déjà parlé. Nous avons déjà signalé que dans la séquence des valeurs propres, les deux premières valeurs propres étaient sensiblement plus importantes que les suivantes, ce qui nous incitait, au moins dans un premier temps, à limiter l'interprétation aux deux premiers axes. Quand on regarde ces valeurs propres, elles sont assez élevées, 0,43 à 0,37, surtout maintenant que nous avons comme point de référence, par exemple, le tableau précédent dans lequel on avait 0,11. Pour quelle raison, dans cet exemple, on a des valeurs propres aussi élevées? Sans entrer dans le détail, on peut dire que certains vins ont été bien caractérisés par certains mots. Par exemple, un des vins avait du sucre résiduel. Il a été considéré comme sucré, alors qu'aucun autre vin n'a été considéré comme sucré. Et il se trouve que par ailleurs, ce vin n'avait pas beaucoup d'autres caractéristiques remarquables. Une des caractéristiques de l'analyse des correspondances est la représentation simultanée des lignes et des colonnes. Dans son principe, cette représentation simultanée est possible car lignes et colonnes sont des éléments de même nature. Il s'agit de modalités de variables qualitatives. On connaît la règle d'interprétation globale. Une ligne est du côté des colonnes auxquelles elle s'associe le plus et une colonne est du côté des lignes auxquelles elle s'associe le plus. Cette règle d'interprétation est régie par des propriétés barycentriques, on dit aussi des relations de transition. Examinons l'une de ces propriétés barycentriques. Sur la gauche, on reconnaît la coordonnée de la ligne I le long de l'axe de rang S. À droite, on reconnaît la coordonnée de la colonne J le long de l'axe de rang S. Donc la propriété barycentrique relie axe par axe les coordonnées des lignes et les coordonnées des colonnes. De façon plus précise, compte tenu du signe somme, on peut dire que la coordonnée d'une ligne dépend de l'ensemble des coordonnées des colonnes. On est en train de faire une somme pondérée des coordonnées des colonnes.
Autre notation déjà indiquée, lambda S et l'inertie associée à l'axe de rang S, indiquons que ce coefficient ne dépend pas de I. Enfin, on a parlé de somme pondérée des coordonnées des colonnes J. Le coefficient de la colonne J dans cette somme pondérée est FIJ sur FI point, c'est le JM élément du profil I. Donc quand on fait la somme des coordonnées des colonnes, on est en train de calculer le barycentre de ces colonnes, chaque colonne ayant comme poids FIJ sur FI point, c'est-à-dire le JM élément du profil I. Voilà pourquoi la coordonnée de la ligne I va avoir tendance à ressembler aux colonnes avec lesquelles elle s'associe le plus, c'est-à-dire pour lesquelles FIJ sur FI point est grand. Une fois qu'on a calculé ces centres de gravité, ou ces barycentres si l'on veut, on les dilate puisque le coefficient 1 sur racine dans lambda S est, par construction, plus grand que 1. De même que l'on a exprimé la coordonnée d'une ligne en fonction de l'ensemble des coordonnées des colonnes, on sait exprimer la coordonnée d'une colonne en fonction de l'ensemble des coordonnées des lignes. Ici, cette deuxième relation barycentrique exprime la coordonnée de la colonne J comme une somme pondérée des coordonnées des lignes I. Les poids dans cette somme pondérée sont les éléments du profil de la colonne J. Ainsi, lorsque l'on effectue cette sommation, on calcule le barycentre de toutes les lignes, chaque ligne étant affectée du poids FJ sur F.J. Ce poids est d'autant plus grand que la ligne I est importante dans le profil J, ce qui exprime que la coordonnée d'une colonne J va ressembler aux coordonnées des lignes qui sont importantes dans son profil. Une fois qu'on a calculé ce centre de gravité, on le dilate par le coefficient 1 sur racine dans le S, qui est le même pour toutes les colonnes J. Appliquons maintenant ces propriétés barycentriques à un jeu de données que nous avons déjà utilisé, celui de la reconnaissance de saveurs fondamentales. Nous considérons ici deux réalisations de ce jeu de données, l'un dans lequel il y a beaucoup de confusion entre acide et amer, celui de gauche, puisqu'on a 5 plus 3, 8 confusions sur 20 données, et un autre cas dans lequel il y a moins de confusion, 3 plus 8, c'est-à-dire 4 sur 20, c'est-à-dire 20% de confusion. 40% d'un côté, 20% de confusion de l'autre côté. Les résultats de l'analyse des correspondances de ces deux tableaux, on les a déjà commentés. La première valeur propre vaut 1, c'est la conséquence de l'association exclusive entre sucré et perçu sucré. Alors, quelle conséquence sur la propriété barycentrique? Rappelons la propriété barycentrique. Si lambda S vaut 1, ça veut dire qu'une colonne va être à l'exact barycentre des lignes. Alors, prenons par exemple perçu sucré. Perçu sucré est rigoureusement confondu avec sucré parce qu'il ne s'associe qu'avec sucré. De l'autre côté, on a le long du premier axe, amer, acide, perçu acide qui ont exactement la même coordonnée. Perçu amer est donc bien à l'exact barycentre de sucré, amer et acide puisqu'il ne s'associe jamais avec sucré. Examinons maintenant le deuxième axe. Le deuxième axe met en évidence une association privilégiée entre amer et perçu amer d'une part, acide et perçu acide d'autre part, et cela dans les deux cas. La disposition relative de ces 4 points est rigoureusement identique entre la situation de gauche et la situation de droite, ce qui nous montre que cette disposition relative des points nous donne des informations sur la nature de la liaison, quelles sont les modalités qui s'associent entre elles, mais ne nous dit rien sur l'intensité de la liaison. Est-ce que cette association est forte, très forte, voire quasiment exclusive? Si l'on veut avoir des informations sur l'intensité de la liaison, alors il faut regarder les valeurs propres, qui sont très faibles dans un cas, 0,042, et beaucoup plus élevées dans l'autre, 0,375. La plus grande valeur propre indique qu'on a une liaison beaucoup plus forte. On est loin d'une association exclusive, auquel cas on aura une valeur propre de 1, bien sûr. Analysons maintenant de façon précise comment fonctionne la propriété barycentrique en effectuant un grossissement des coordonnées le long du deuxième axe, concernant les points acides et amers. Rappelons la propriété barycentrique. Dans cette propriété barycentrique, on calcule d'abord le barycentre, et une fois qu'on a les barycentres, on les dilate avec le coefficient 1 sur racine de lambda S. Prenons comme exemple la construction du point perçu amer. Perçu amer, dans un premier temps, va être le barycentre entre acide et amer avec le coefficient 3 et 5. Donc si l'on calcule le barycentre de acide et amer avec le coefficient 5 huitièmes et 3 huitièmes, on tombe sur le point rouge qui est du côté d'amer, mais assez légèrement dans le rapport 3 et 5. Effectuons maintenant le même calcul dans le cas de droite. On va calculer le barycentre entre acide et amer avec cette fois les coefficients 1 et 7.
On obtient un rond rouge qui cette fois est beaucoup plus proche du point amer que du point acide. On voit que si l'on regarde les barycentres, on a bien l'idée de l'intensité de la liaison. Que fait l'analyse des correspondances ensuite? Elle multiplie ces coordonnées par 1 sur racine de lambda s. Cette valeur, 1 sur racine de lambda s, est très différente d'un cas à l'autre, puisqu'elle vaut 4,9 dans le premier cas et 1,6 dans le second cas. Autrement dit, le nuage des barycentres va être beaucoup plus dilaté lorsqu'on a une faible liaison que lorsque l'on a une forte liaison. De cette façon, l'analyse des correspondances gomme l'effet de l'intensité de la liaison pour ne garder que la nature de la liaison. On peut se demander pourquoi on fait ceci. La première raison évidente, c'est que on a exactement la même relation entre une ligne par rapport à l'ensemble des colonnes et une colonne par rapport à l'ensemble de lignes. On a bien ici le rôle symétrique joué par les lignes et les colonnes. Une autre façon de voir les choses est de dire, si l'on regarde les barycentres, dans le cas de liaisons faibles, on va avoir beaucoup de mal à déceler des associations. Aussi, l'analyse des correspondances va grossir le graphique un peu à la façon d'un microscope pour mettre en évidence les associations. En conclusion, on peut dire que l'analyse des correspondances ne dit rien sur la significativité de la liaison, elle travaille sur les probabilités, on l'a dit. L'intensité de la liaison, elle, est visible dans les valeurs propres et la nature de liaison dans les positions relatives des points. Examinons maintenant les aides à l'interprétation classique que sont la qualité de représentation et la contribution. Ces aides sont communes aux différentes méthodes factorielles. La qualité de représentation d'un point se mesure à partir du même indicateur que pour un nuage, c'est-à-dire l'inertie projetée du point divisée par l'inertie totale du point. Cet indicateur montre dans quelle mesure l'écart d'un profil au profil moyen est complètement représenté par l'axe. Reprenons l'interprétation géométrique. Le point MI, qui représente le profil I, est projeté sur US en HIS. Pour calculer la qualité de représentation du profil I par l'axe de rang S, on calcule donc le rapport inertie projetée de MI sur US sur inertie totale de MI, ce qui donne FI point OHIS au carré divisé par FI point OMI au carré. Les FI points s'éliminent, ça signifie que la qualité de représentation ne dépend pas du poids. Ce que l'on voit, c'est que ce rapport n'est rien d'autre que le cosinus carré de l'angle entre OMI d'une part et US de l'autre côté. Cette interprétation en termes de cosinus correspond bien à la question dans quelle mesure l'écart d'un profil au profil moyen est bien représenté par l'axe. Est-ce que le point MI va bien dans la même direction que l'axe? Examinons dans un petit jeu de données, et pour cela nous allons reprendre celui des saveurs, les qualités de représentation. Examinons le point acide. Acide a une qualité de représentation de 0,6 sur le premier axe et de 0,3 sur le second. Ça signifie que le point acide s'écarte du profil moyen beaucoup plus le long de l'axe 1 que le long de l'axe 2. Et effectivement, le long de l'axe 1, on voit que acide ne s'associe jamais à perçu sucré, alors que le long de l'axe 2, acide s'associe quelquefois à perçu amer. Donc l'écart au profil moyen est beaucoup plus exprimé sur le premier axe que sur le second. Si maintenant on examine le deuxième jeu de données dans lequel on a cette fois une confusion beaucoup plus importante entre acide et amer, on a un résultat tout à fait analogue, à savoir que acide s'exprime plus sur l'axe 1 que sur l'axe 2. Quand on dit acide, c'est l'écart entre le point acide et le profil moyen. Et cette fois, cette différence entre les deux axes est beaucoup plus forte. Elle est beaucoup plus forte, c'est-à-dire que l'essentiel de l'écart entre acide et le profil moyen s'exprime surtout sur l'axe 1, c'est-à-dire que acide n'est jamais associé à perçu sucré, et assez peu sur l'axe 2, parce que acide est encore assez souvent associé à perçu amer. En pratique, la qualité de représentation est utilisée de la manière suivante. Lorsqu'on a beaucoup de points pour commencer une interprétation, on sélectionne quelques points qui ont à la fois des coordonnées remarquables, qui sont éloignés le long de l'axe que l'on étudie, et à la fois qui ont une bonne qualité de représentation. Ainsi, on sélectionne des points qui vont nous aider à bien interpréter, puisqu'il sera facile de retrouver dans les données la signification de l'axe, sachant que l'essentiel de l'écart entre le profil étudié et le profil moyen s'exprime sur l'axe. La seconde aide à l'interprétation classique, qui est commune à toutes les méthodes factorielles, est la notion de contribution. Pour calculer la contribution d'un point I à l'inertie d'un axe S, on calcule d'abord un indicateur brut, qui est l'inertie projetée du point, soit avec nos notations FI point que multiplie
OHIS au carré. Cet indicateur brut est ramené en pourcentage en le divisant par l'inertie totale de l'axe que nous avons déjà noté, lambda S. La multiplication par 100 de ce rapport permet une expression commode en pourcentage. On peut additionner les contributions de plusieurs éléments, c'est-à-dire calculer la contribution non pas d'un élément, mais de 2 ou 3 éléments à la construction d'un axe. À quoi servent les contributions? Elles indiquent dans quelle mesure on peut considérer qu'un axe est dû à un élément ou à quelques éléments. Si par exemple, pour un axe donné, on trouve qu'un élément contribue à 90% à l'inertie de cet axe, on pourra limiter l'interprétation de cet axe à cet élément. Quand une contribution est-elle grande? Elle est grande si à la fois la distance projetée OHIS est grande et si à la fois la masse Fi point est grande. En ce sens, on peut dire que la contribution réalise un compromis opérationnel entre distance à l'origine et poids. Compromis opérationnel, c'est-à-dire que les contributions sont généralement utilisées dans le cas de grands tableaux pour sélectionner un sous-ensemble d'éléments pour commencer l'interprétation. On va ainsi sélectionner un ensemble d'éléments très contributifs. L'idéal étant de trouver un ensemble d'éléments qui soient à la fois très contributifs et bien représentés. Nous allons illustrer la notion de contribution sur un exemple. Pour cela, nous n'utilisons pas les exemples précédents sur les saveurs, car dans ces exemples précédents, les effectifs marginaux des lignes comme des colonnes sont très peu différents, voire pas du tout différents. Nous avons donc construit ici un petit tableau dans lequel les effectifs marginaux des lignes sont très différents. On remarque ici que les effectifs marginaux de A et de D sont plus de 10 fois plus petits que les effectifs marginaux de B et de C. On réalise l'analyse des correspondances de ce tableau et l'on obtient les résultats suivants. Le premier axe est prépondérant avec 83% de l'inertie et nous allons nous y limiter. Il oppose les colonnes x1 à x4, x1 étant caractérisé par les lignes A et B, x4 étant caractérisé par les lignes D et C. Le long de cet axe, les coordonnées de A et de D sont extrêmes par rapport à B et C. Elles sont beaucoup plus grandes. Examinons les contributions. Quand on regarde ce tableau de contribution, on voit que les contributions de B et C sont plus importantes que les contributions de A et de D, bien que ces derniers aient des coordonnées plus extrêmes. La raison tient dans les effectifs marginaux. B et C ont certes des coordonnées plus faibles, mais ils ont des poids beaucoup plus élevés. On voit sur cet exemple l'intérêt d'examiner des contributions en complément des graphiques de l'analyse des correspondances. Tempérons ceci en disant que dans notre exemple, on a de très grandes différences d'effectifs marginaux qui vont de 1 à 10 et même plus que cela. On en conclura que en analyse des correspondances, si l'on a des différences d'effectifs marginaux très importantes, la consultation des contributions est indispensable. En revanche, si les effectifs marginaux sont peu différents, la consultation des contributions apporte très peu par rapport aux coordonnées, les coordonnées représentant bien les contributions. Terminons cet exposé par quelques considérations sur le nombre maximum d'axes d'inertie non nuls en analyse des correspondances. Prenons le point de vue du nuage des lignes comportant i points dans un espace à j dimensions. Comme il y a j dimensions, on peut penser dans un premier temps que l'on peut extraire j axes d'inertie non nulle. En fait, il n'en est rien, car ce que nous analysons, ce sont des profils. Les profils ont une particularité, c'est que la somme des coordonnées vaut 1. Le nuage est donc inclus dans un sous-espace de dimension j-1. Ainsi, le nombre maximum d'axes d'inertie non nuls est inférieur à grand J-1. Si l'on adopte maintenant le point de vue du nombre de points, il nous faut représenter grand I point, sachant que l'origine des axes est au centre de gravité de ces points. Si l'on a 2 points, on relie ces 2 points par un axe, cet axe passe par l'origine, ce qui montre qu'avec un seul axe, on peut parfaitement représenter 2 points. De façon plus générale, on saura parfaitement représenter à coup sûr I point avec au plus grand I-1 axe. Finalement, le nombre maximum d'axes d'inertie non nuls en analyse des correspondances est inférieur au minimum des deux nombres suivants, nombre d'I-1, nombre de colonnes -1. Ainsi, dans l'exemple sur le travail féminin, comme nous avions un tableau ayant 3 lignes et 3 colonnes, on était sûr, avec 2 axes, d'avoir un pourcentage d'inertie de 100%. Quelles conséquences pour le phi2 qui est égal à la somme des valeurs propres, sachant que ces valeurs propres sont toutes inférieures ou égales à 1? Eh bien, le phi2 est nécessairement inférieur ou égal au nombre maximum d'axes d'inertie non nuls, c'est-à-dire le minimum des deux nombres suivants, i-1 et j-1. D'où l'idée de rapporter ce phi2 à sa valeur maximum. On obtient ainsi un indicateur qu'on appelle le V de Cramer, qui est un indicateur compris entre 0 et 1, qui mesure l'intensité de la liaison entre les deux variables qualitatives. On a donc deux indicateurs
d'intensité de liaison, le phi2 et le V de Cramer. Ils sont très proches, le V de Cramer a l'avantage de varier entre 0 et 1. Calculons ce V de Cramer dans le cas du travail féminin, on trouve 0,06, c'est une valeur assez faible, qui nous indique qu'on est très très loin d'une association exclusive entre modalités. Si l'on calcule maintenant ce même indicateur V de Cramer sur le tableau des trois saveurs que nous avons déjà analysé, on trouve un V de Cramer égal à 0,58, valeur considérablement plus élevée, qui veut dire qu'on a une liaison assez étroite entre les deux variables. En effet, l'essentiel des effectifs est contenu sur la première diagonale. Pour approfondir l'analyse des correspondances, dans le même esprit que cette vidéo, nous vous recommandons les ouvrages suivants du laboratoire de mathématiques appliquées d'AgroCampus.